Bonjour Florent Valéry Cohen et bienvenue dans B2B. Bonjour, merci de m'accueillir et de m'inviter. Avec plaisir, c'est un B2B spécial parce que contrairement au principe de l'émission, vous ne dirigez pas, vous n'avez pas créé l'entreprise dont nous allons parler. Elle s'appelle Corinthis, c'est une jeune pousse vaudoise. Elle est installée au parc de l'innovation de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'EPFL, et elle vient d'arriver en première place du classement annuel des 100 meilleures startups de Suisse. C'est la raison de votre présence. C'est un classement annuel fait par Venture Lab, une structure qui aide les sociétés innovantes à se lancer, à grandir. Donc félicitations. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que les fondateurs, Remco Van Herp et Sam Harrison, ne sont pas très à l'aise pour s'exprimer dans la langue de Molière. Donc vous les représentez et merci de vous dévouer au nom de l'entreprise. Mais comme pour tout invité, avant de comprendre comment Corinthis refroidit les puces électroniques, c'est son activité, on va faire connaissance dans le portrait. Florent Valéry, Corinthis compte 65 employés. Ouais. Vous avez porté quel numéro ? Je suis l'employé numéro 12. J'ai rejoint l'entreprise presque un an exactement après sa fondation. Alors vous êtes peut-être un numéro, mais enfin la blague c'est quand même parce que dans les startups souvent on s'appelle par le numéro de l'ordre d'arrivée dans l'entreprise. Pourquoi avoir rejoint une start-up et pas une grande entreprise ? Pour ma part, je pense que c'était avant tout l'envie d'avoir un impact sur la structure dans laquelle je travaillais, de pouvoir influencer non seulement le produit lui-même en travaillant dessus, mais aussi la structure de l'entreprise, donner mon avis sur comment les choses sont faites et pouvoir aussi apprendre de ce processus. Employé numéro 12, vous vous êtes dit, bon, je tente le coup, ça marchera. J'ai une chance sur deux que ça fonctionne, hein. C'est vrai qu'au début, avant d'arriver à mon premier interview, j'étais un peu hésitant. Le site web était encore très sommaire, donc je savais pas trop si c'était pour de vrai ou si j'allais me retrouver dans un bureau vide. Mais voilà, tout s'est bien passé. Ils existaient bien, ils étaient là, très sympas. Bon, alors, Et c'est presque 3 fois plus d'employés que quand vous êtes voilà. arrivé. Et comment vous avez découvert Corinthis ? Comment vous avez postulé Sur LinkedIn, en fait, tout simplement. Je venais de terminer mon postdoc et je cherchais un à emploi. l'EPFL ? Ah, Ouais. exactement. Et voilà, je suis tombé sur Corinthis. J'avais des capacités qui les intéressaient. Et voilà, ça s'est assez rapidement fait. Et là, ça a été plusieurs entretiens. C'était tout de suite avec les fondateurs ou ça se passe comment quand on rentre dans une dans une start-up, hein ? Alors, à l'époque, c'était vraiment petit. Donc, il y avait pratiquement toute l'entreprise à mon entretien. Donc, on était 8, sauf erreur, Ah, dans c'est la, impressionnant ça, tout seul devant 8 personnes. Ouais, c'était assez intense tout seul devant 8 personnes, mais voilà. Et du coup, j'ai présenté un peu le travail que j'avais fait jusqu'à maintenant, quelles étaient mes expériences, et ensuite on a discuté un peu sur le projet qu'ils avaient pour moi. Et voilà, quelle était la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et oui, après le premier interview, on s'est recontacté une fois par téléphone, et puis ensuite, voilà, Donc c'était rapide. c'était rapide. Sur votre profil LinkedIn, vous mentionnez avoir fini deuxième à un concours qui s'appelle Start Lausanne. C'est une compétition de pitch Oui. dans laquelle les étudiants sont en concurrence pour présenter un modèle d'affaires, un business plan, et puis il est défendu devant un jury. C'était en 2021. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous aviez présenté à l'époque ? Euh, non, je dois dire que je me souviens plus très bien. Ça fait déjà un petit moment. Ouais, désolé. C'était il y a 4 ans. Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce genre d'exercice, à se réunir en petits groupes pour imaginer le fonctionnement d'une entreprise qui n'existe vraiment que sur le papier ? C'est vrai que ça a toujours été pour moi intéressant de voir ce qu'il y a un peu au-delà de la technique, aussi de comment, ouais, on structure des entreprises, comment on met en place un business plan, comment on passe d'une idée oui, à un produit concret, comment on se place sur un marché. Donc oui, ça a toujours été des sujets qui m'intéressaient et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup d'intérêt à travailler dans une plus petite entreprise à la fin, c'était pour avoir une meilleure vision sur ces aspects-là. Parce que votre formation, elle était auparavant très théorique. Vous avez fait un doctorat à l'EPFL, un postdoc ensuite. Vous avez aussi Oui. étudié à Stanford aux États-Unis, à Stockholm en Suède. Mais Effet. c'était très loin de la réalité d'une entreprise. Euh,
Je dirais oui et non. J'ai eu quand même eu la chance de... Enfin, de la chance. J'ai choisi l'option de faire un mineur en management de la technologie à l'EPFL. Donc déjà là, j'avais un bon aperçu dans il y a des questions financières, par exemple, avec les cours comme principe de la finance, ce genre de choses, et des cours de marketing. Donc j'avais déjà été un peu initié à ces sujets, sans vraiment les voir en profondeur, évidemment. Euh, mais donc l'intérêt a toujours été là, j'ai envie de dire. Mhm. Et l'occasion aussi de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus offert à l'EPFL. Je vois maintenant avec les nouveaux étudiants qui arrivent, il y a de plus en plus des grands projets étudiants qui sont récompensés par des crédits plutôt que juste des cours théoriques. Donc il y a clairement une volonté de l'école d'inclure de plus en plus les étudiants dans ce genre de procédé plus appliqué, on va dire. Donc vous étiez déjà un peu dans votre esprit, vous avez un peu la fibre entrepreneuriale, prêt à prendre quelques risques pour pas aller rejoindre une grande multinationale tout de suite, mais tenter une autre voie. Je ne sais pas si j'appellerais ça la fibre entrepreneuriale, mais c'est sûr que j'avais envie que ma voix soit entendue et écoutée, ça c'est sûr. Vos parents vous ont influencé dans ces choix? Ils étaient eux-mêmes entrepreneurs? Vous avez qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, mon grand-père est entrepreneur du côté de mon papa. Dans quel domaine? Immobilier, assurance. Donc, il a monté sa propre boîte à Fribourg. Et non, mon père est prof de littérature et ma mère conseillère en assurance. Donc, pas vraiment ingénierie ni entrepreneuriat. Mais oui, non, ils m'ont toujours soutenu dans mes choix et poussé dans tout ce que je voulais faire, c'est sûr. Je mentionnais les États-Unis, la Suède. Qu'est-ce que vous retenez de ces semestres passés là-bas? De très très bonnes expériences. Vraiment, c'était une chance énorme pour moi de voir différentes choses. Bon, d'abord au niveau évidemment de l'école, comment l'apprentissage est fait là-bas. C'est des systèmes très différents, à la fois en Suède et aux États-Unis, par rapport à l'EPFL par exemple. Typiquement aux États-Unis, c'est très porté, un peu comme je le mentionnais avant, sur tout ce qui est des projets, de l'activité en dehors des cours un petit peu. Les cours sont presque accessoires, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment basé sur oui, les communautés étudiantes, le réseautage, Et ce c'est là genre de qu'on apprend le choses. plus de choses. Oui, je dirais que c'est... En tout cas, là-bas, c'est sûr que c'est là-dessus qui mettent l'accent. Vous avez encore des contacts là-bas? Pas vraiment, non. J'ai un peu perdu de vue les gens que j'avais là-bas. Ça vous dirait en revanche de retourner aux États-Unis? Ouais, pourquoi pas. Pour en tout cas une période limitée, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'en Limité faire parce que le climat actuel avec l'administration Trump vous fait pas forcément rêver? Oui, je pense qu'il y a un peu de désillusionnement, oui, par rapport aux États-Unis, c'est sûr. C'est plus vraiment un pays qui fait autant rêver qu'il le faisait à un moment. Bien, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va parler de pourquoi vous avez fait ce saut dans le monde des startups chez Corinthis. C'est la partie entreprise. Que fait Corinthis? Je l'ai dit, c'est une jeune société créée il y a 3 ans. J'essaie de le résumer, puis vous me dites si c'est juste. Vous essayez de refroidir des semi-conducteurs, donc les puces qui sont indispensables au fonctionnement dans des centres de données qui font tourner l'intelligence artificielle, par exemple, ou l'électronique qu'on a besoin dans un smartphone. Refroidir ces pièces, c'est ça le but de l'entreprise? Exactement, l'entreprise est spécialisée dans le refroidissement de puces informatiques très haute performance, donc celles qui sont utilisées maintenant pour tout ce qui est d'entraîner les modèles de l'intelligence artificielle et générer les réponses. Quand vous parlez à ChatGPT, à quelque part, vous parlez un petit peu à nos systèmes. D'accord. Et pourquoi c'est important de les refroidir ou pourquoi est-ce qu'ils génèrent tant de chaleur? Alors, c'est très important de les refroidir parce qu'ils génèrent une quantité énorme de chaleur. Énorme, ça veut dire quoi? Énorme, ça veut dire que la consommation électrique des centres de données à l'heure actuelle est équivalent à la consommation de New York et Paris combinés. Et Sur l'année ou sur l'année, ouais. Ouais. Donc, c'est des quantités énormes d'énergie. Et qui dit énergie, électricité, dit génération de chaleur. Et en fait, c'est très important de les refroidir parce que sinon, les puces ne peuvent pas fonctionner au maximum de leur capacité. Et en fait, du point de vue des fabricants et des intégrateurs, c'est une perte de revenus. C'est-à-dire que leur puce est bloquée, entre guillemets, à des performances oui, qui ne sont pas optimales. L'autre aspect très important, c'est que la quantité d'argent et d'énergie dépensée pour les refroidir est aussi énorme. Mhm. Et du coup, en fait, vraiment, l'offre C'est un peu un est... gaspillage. Exactement, c'est un gaspillage énorme. Et en fait, l'offre de Corinthis, c'est d'améliorer le rendement, d'améliorer l'efficacité du refroidissement pour permettre
d'avoir des centres de données et d'intelligence artificielle qui sont plus écologiquement responsables. On va creuser un peu cet aspect refroidissement, mais juste avant, par curiosité, Corinthis, ça vient d'où ce nom? Alors, Corinthis, c'est une référence au canal de Corinthe en Grèce, qui est ce channel très étroit entre deux falaises, très très impressionnant et qui a inspiré nos cofondateurs. Parce qu'il y fait chaud ou parce que... Principalement parce qu'il est très étroit et très élevé en hauteur, et du coup ça rappelle un petit peu les structures que l'on implémente dans nos produits de refroidissement. Pour les contraintes qu'il y a Exact. à gérer. Vous dites que c'est un problème la chaleur, mais il y a quelques semaines, on recevait Marc Ler, le CEO d'Infomaniac, dans B2B. Et lui, il avait une autre approche visiblement de la chaleur. Il disait que mes centres de données, il fait chaud, je ne les climatise pas et ça marche très bien. Et d'ailleurs, je fais du coup un beau geste en faveur de l'environnement en consommant moins d'énergie et donc je protège la planète. Pourquoi est-ce que pour lui, ça peut fonctionner de la chaleur ou bien on ne parle pas exactement de la même chose? Alors, on parle exactement de la même chose. L'idée de, on va dire, recycler, ce qu'on appelle recycler la chaleur des data centers est extrêmement séduisante, évidemment. C'est ce qu'on espère aussi pouvoir permettre avec nos systèmes, parce qu'en fait, en étant plus efficace dans le refroidissement, ça veut dire qu'on peut, en gros, utiliser de l'eau plus chaude pour le refroidissement. Et ça peut aller directement dans les systèmes de chauffage qui circulent dans nos maisons. Donc, en gros, en améliorant nos systèmes de chauffage, on peut se permettre d'utiliser de plus en plus de data centers comme centre de recyclage de chaleur. Mais vous voulez absolument donc refroidir. Expliquez-moi, vous refroidissez comment? Avec un outil physique, le hardware comme on dit, ou bien c'est plutôt un logiciel qui fait que ça fonctionne un peu différemment et donc ça consomme moins d'énergie et donc ça réchauffe moins? Alors, le principe fondamental de refroidissement est hardware. Donc, classiquement, les puces informatiques sont refroidies avec de l'air. Donc, au-dessus de la puce elle-même, on place ce qu'on appelle une cold plate en anglais. Donc, c'est une plaque refroidissante à travers laquelle il y a des canaux qui ont été creusés. Donc, il faut vous imaginer une série de falaises parallèles les unes aux autres. En Grèce, bien sûr. Voilà. Et classiquement, on pousse de l'air à travers ces canaux pour faire un échange de chaleur et refroidir la puce en dessous. Et nous, ce qu'on propose, c'est des solutions basées sur le refroidissement au liquide. Donc, à la place de l'air, on fait circuler du liquide. Un liquide, c'est de l'eau? Alors, c'est de l'eau avec des additifs pour éviter qu'il y ait de la corrosion, de la rouille et pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se mettent à se répandre dans tout le circuit. Mais essentiellement, oui, c'est de l'eau. La force de notre approche, je dirais, c'est qu'elle est basée sur... elle est customisée à la puce elle-même. Il faut savoir que la chaleur n'est pas générée uniformément sur la puce informatique. Il y a des points très très chauds et des points relativement froids. Et en fait, plutôt que d'appliquer un refroidissement uniforme sur la surface, nous, on customise notre point chaud pour que entre guillemets, l'efficacité du refroidissement soit concentrée sur ces points chauds. Et c'est ça qui nous permet d'économiser en termes d'énergie allouée au refroidissement. Et donc, c'est ça qui fait la plus-value de l'entreprise par rapport aux compétiteurs, par exemple. Et vous, l'ingénieur que vous êtes, Corinthis, votre contribution, elle se porte sur quel point? Si on peut la comprendre sans être trop technique. Non, sans être trop technique. En gros, c'est discussion avec le client, comprendre leurs besoins, dans quel système ils ont l'intention d'implémenter nos solutions. Et ensuite, je suis plutôt en phase de prototypage, donc on va Pour les personnaliser. Exactement, personnaliser la solution. Il faut savoir qu'on a toute une branche aussi de l'entreprise qui est purement basée sur le software. Et eux, en gros, design des algorithmes qui optimisent la disposition des canaux pour que le refroidissement soit maximal. Donc, à partir de ce design optimisé, nous, on l'implémente en hardware. Aujourd'hui, c'est quel volume de production? Est-ce qu'on peut se rendre compte de où est-ce que vous fabriquez vos produits? Alors, en termes de volume de production, je peux malheureusement pas vous répondre. C'est encore, voilà, c'est encore un peu secret. Où est-ce qu'on fabrique? Alors, on a, pour tout ce qui est du prototypage et on va dire des parties à haute valeur ajoutée, on est basé essentiellement en Suisse et en Allemagne. Tout à l'EPFL ou ailleurs? Alors, on a beaucoup de partenariats avec les PFL, mais on a aussi ailleurs en Suisse des partenaires pour l'industrialisation en particulier. Et ensuite, il y a évidemment une partie d'assemblage qui se fait en Chine. C'est plus un choix par nécessité qu'un choix économique pour nous.
Il faut savoir que le domaine de l'informatique, des data centers, c'est quelque chose qui va très très vite et beaucoup de nos clients ont des timelines extrêmement réduites. Où il faut être capable de partir en production avec des millions d'exemplaires en très très peu de temps. Très peu de temps, ça veut dire quoi? C'est des mois, des semaines? Ouais, on peut parler d'un changement de demande en l'espace de quelques mois. Et du coup, il faut être prêt à répondre à cette demande. Et même si initialement on avait le plan, c'est vrai, de développer nos propres usines ici en Suisse, c'est quelque chose qui était juste pas réaliste étant donné notre taille actuelle. Mhm. Voilà. Sur les 65 emplois que vous êtes à aujourd'hui, à peu près quelle proportion se concentre vraiment sur la production et le reste est sur le développement ou l'invention? Tout à fait. Alors, on a environ 13 personnes basées sur la production, qui se concentrent sur la production et une vingtaine sur ce qu'on appelle recherche et développement. Donc, c'est plus la partie future de l'entreprise. Le modèle d'affaires, on peut le résumer quoi? C'est donc vendre ses pièces, vendre des licences pour utiliser vos logiciels? Alors oui, on essaie d'un peu d'aborder le marché de plusieurs points de vue. Tout d'abord, c'est de vendre, on va dire, des solutions clés en main, de gens qui cherchent à refroidir leur puce et l'intégrer dans les data centers. On cherche aussi à vendre nos designs. Comme je l'ai mentionné avant, une de nos forces, c'est la capacité à fournir le design de ces micro-canaux qui permettent un refroidissement efficace. Et enfin, l'autre, c'est de vraiment s'intégrer avec les outils pour que le refroidissement des puces devienne quelque chose auquel on pense et qu'on envisage dès le design du semi-conducteur lui-même. Donc, à l'heure actuelle, on a des gens qui se concentrent sur designer et fabriquer les puces informatiques, mais sans vraiment se soucier de comment on va les refroidir. On s'est retrouvé avec des cas où, par exemple, les puces sont tellement puissantes qu'on a, en gros, aucun moyen concret de les refroidir. Et là, la température peut atteindre quel degré? Alors typiquement, on essaye, on va dire la température limite d'un semi-conducteur, c'est autour de 90-95 degrés. Ah, c'est très chaud, oui. C'est très chaud. Faut pas le toucher. Faut pas le toucher. Et vos clients, alors on évoque ce monde-là des semi-conducteurs, donc on peut penser à Nvidia ou à Intel, ou c'est ce genre d'entreprise qui pourrait être intéressée par vos produits? Absolument, oui. Je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par notre solution. Il y a ceux qui s'occupent de l'intégration des puces, par exemple, et eux, c'est par exemple juste des propriétaires de data centers qui cherchent des moyens de refroidir les produits qu'ils achètent et qui ensuite louent leur serveur à d'autres clients. Mais il y a aussi des personnes qui designent leurs propres semi-conducteurs. Voilà, typiquement, Nvidia est un exemple, Intel, et ce genre d'acteurs dans le secteur sont intéressés aussi à savoir quelles solutions sont disponibles pour le refroidissement. Et donc, c'est des clients américains surtout, ou européens, chinois? Essentiellement américains. C'est un jour peut-être pour vous l'occasion d'aller aux États-Unis pour développer l'entreprise? Oui, bien sûr. C'est quelque chose dont on discute activement en ce moment au sein de l'entreprise. D'avoir une présence aux États-Unis. On est en train d'ailleurs de recruter notre premier représentant là-bas. Et ouais, c'est un pas très positif pour nous. Ça veut dire que les choses marchent, que les gens ont de l'intérêt parce qu'ils veulent. Oui, on a cette demande d'avoir quelqu'un qui est aussi sur leur time zone à eux. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, mais c'est pas toujours évident de trouver une heure dans la journée où nous, on est réveillés et les gens en Amérique ou en Chine sont aussi réveillés. C'est sûrement un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Vos concurrents, ils sont aussi beaucoup aux États-Unis ou également en Europe? Ils sont surtout aux États-Unis, oui. Et là, vous sentez, sur une échelle de 0 à 10, la concurrence, elle est de 10 étant le maximum de concurrence? Ça dépend un petit peu. C'est vrai qu'il y a plusieurs approches dans le refroidissement. Pour l'instant, on a nos concurrents directs, je dirais, on a tous un peu notre recette secrète. Nous, on a l'approche des micro-canaux avec le liquide. Il y a aussi le refroidissement à 2 phases, ce genre de choses. Donc, tout le monde a un peu sa propre stratégie et essaye un peu de pousser son idée. L'entreprise a levé 24 millions de francs, ou de dollars, pardon, je ne sais plus tout d'un coup, le dollar, pardon, l'an dernier. Au total, elle a levé 33 millions de dollars. Dans une interview récente dans la GFI, votre patron, Remco von Herp, évoquait une prochaine levée de fonds en 2026. Est-ce que vous connaissez l'ordre de grandeur de cette levée de fonds? Non, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Le but, c'est quoi? C'est de passer à une étape vraiment industrielle, c'est de sortir de là, si je vous comprends bien, vous êtes encore un peu dans les laboratoires, un petit peu la production, mais c'est d'aller vraiment à une échelle
de production importante, hein. Absolument, ouais. L'échelle, c'est vraiment, ouais, on cherche vraiment maintenant, le prochain grand pas pour nous, c'est d'être capable de fournir nos solutions à très grande échelle. Et ça peut se faire en Suisse ou ça se fera forcément plutôt à Taïwan ou en Chine? Non, je pense que la Suisse et l'Europe ont des cartes à jouer de ce point de vue-là, en particulier pour tout ce qui est, on va dire, des composants plus avancés. Donc nous, on met l'accent aussi là-dessus. Notre premier produit est basé sur une technologie qui est disponible uniquement ici en Europe Mhm. et pas ailleurs. Donc on joue aussi là-dessus pour se donner un avantage compétitif. Après, c'est vrai qu'il faut reconnaître que tout ce qui est de l'assemblage, du test des composants et juste de l'échelle et du lien entre les différents acteurs, la Chine a un avantage notoire, ça c'est sûr. Mhm. C'est aussi un sujet éminemment géopolitique. Euh, on a vu ces sanctions entre les États-Unis et la Chine sur la possibilité d'exporter, l'impossibilité d'exporter ensuite, puis l'exportation sous conditions. Et la Chine a répliqué à l'administration Trump en mettant elle-même ses propres barrières. Comment est-ce qu'une petite société suisse comme Corintis se débrouille dans ces tensions entre deux grands blocs, hein? C'est sûr que c'est un challenge. On a un CEO qui garde l'œil rivé sur le fil d'actualité pour voir comment les choses évoluent. Ça demande beaucoup de prévoyance et d'intelligence dans les partenaires qu'on a. Ça demande d'avoir toujours un plan B au cas où quelque chose change. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on considère activement et qui fait partie pleine de notre mission et de nos préoccupations. Vous nous expliquez que les clients sont le marché pour l'instant surtout américain. C'est parce que la croissance est là-bas ou parce que c'est compliqué de aussi développer un marché en Chine, par exemple? Avec les réglementations qu'il y a à l'encontre de la Chine, particulièrement au niveau de l'intelligence artificielle, de quelles puces et quels composants ils ont le droit de vendre et d'avoir là-bas, c'est sûr que c'est plus compliqué d'avoir une croissance là-bas, oui. Et vous craignez que peut-être aussi les Chinois copient votre technologie ou que s'assurer qu'elle ne sera pas voilà, répliquée à votre insu? Alors, on a un portfolio de patentes très fort, donc on fait très attention aussi à ça. C'est sûr que c'est toujours quelque chose auquel on considère, pas seulement du point de vue de la Chine, mais aussi nos concurrents. C'est sûr il faut être prudent. Donc non, pas trop de soucis de ce point de vue-là. Pour terminer, je vais élargir un peu le spectre, parce qu'on a consacré cet été dans la GFI un grand dossier à la photonique, une autre manière de fabriquer des puces. On avait identifié une trentaine de sociétés en Suisse qui étaient actives dans ce domaine. Le CSEM à Neuchâtel, le Centre suisse d'électrotechnique, est très en pointe. Vous voyez comment cet écosystème suisse autour de ces technologies qui font tourner l'IA, c'est un secteur qui grandit en silence. Et c'est vraiment une des forces à côté de la biotech ou de la medtech, par exemple, dont on parle beaucoup, mais qui est en train de vraiment se développer. Absolument. Et je pense qu'on a beaucoup d'expertise déjà autour de l'EPFL, du CERN, aussi au niveau de Zurich. Je pense que c'est des connaissances, c'est des talents qu'il faut garder. Il faut donner l'opportunité aux gens de bâtir leur compagnie ici et de grandir, de recruter et oui, de construire de belles choses. S'il y avait une condition cadre que vous pourriez garder ou améliorer, vous évoquez pouvoir faire venir du monde, est-ce que c'en est une? À quoi ou les politiques devraient être attentifs en ce moment? Euh, je pense que c'est aussi oui, de soutenir les entreprises locales, donc de donner la possibilité aux gens de fonder leur entreprise facilement et oui, de pouvoir recruter aussi des talents étrangers. Donc, c'est-à-dire on doit faire face parfois à des embûches si c'est pas en dehors de l'espace Schengen. Et c'est vrai que voilà, pour les entreprises de technologie, il y a des talents clés qui se trouvent par exemple qu'aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, c'est important de pouvoir aussi engager ces gens, de les faire venir en Suisse et contribuer à notre économie. Merci Florent Valerico de nous avoir expliqué les secrets de Corentis. On en a presque terminé avec vous, mais avant, il y a le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? Je dirais que je suis allergique à la tiédeur, que ce soit
aux idées peu audacieuses ou au caractère un peu timide. Ouais, j'aime les caractères forts, les gens qui donnent leurs idées, qui sont prêts à débattre et qui sont honnêtes dans ce qu'ils pensent. De ne pas hésiter, ce sera une occasion d'apprendre énormément, plein de nouvelles capacités et compétences techniques, mais aussi de gestion. C'est vraiment un accélérateur de croissance et ouais, de carrière. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte? Un allume-feu pour survivre, c'est sûr. Quoi d'autre? Un chapeau. Je tiens vraiment mal le soleil, donc je ferai attention à moi. Et puis, allez, un livre.